poursuivons à présent avec l'intervention de Pascale Borel. Pascale Borel est maîtresse de conférences au département d'art plastique de l'Université de Rennes 2 et membre de l'équipe d'accueil pratique et théorie de l'art contemporain. Son travail de recherche s'attache aux relations entre images et textes, à la question du temps des images et à la problématique du travail dans les pratiques de l'art. Vous pouvez lire à ce sujet son article paru en 2020 dans la revue Palimpseste, le numéro 4, L'art comme sociologie du salariat. Pardon. Pascale Borel, nous vous écoutons. Je vous remercie pour cette présentation. Je remercie Anne pour sa proposition, ainsi que le musée pour ses expositions tout à fait magnifiques et tellement agréables à voir après cette période très particulière. Alors, le titre que vous voyez là, il est en partie repris des propos d'Anne Favier dans le texte de proposition qu'elle nous a transmis. Quand elle parle du dessin de Manigaud, d'Éric Manigaud, pardon, et quand elle le qualifie de la manière suivante, elle dit qu'il s'agit d'un vertige de signaux visuels modulés dans l'ombre de leur modèle étant photographie. Et cette expression, se trouver dans l'ombre du modèle, m'a beaucoup plu. Parce que, bon, je vais le dire rapidement, parce qu'il me semble qu'elle pose des types de relations entre la photographie et le dessin tout à fait intéressantes. Enfin, elle veut dire déjà, cette expression, que l'apparence du dessin est déterminée ou soumise à celle du modèle, une image photographique, ou bien l'expression peut vouloir dire que la photographie fait de l'ombre au dessin, on pourrait dire comme ça, hein, en amoindrissant ou en gommant les caractéristiques qu'il aurait en propre, ou encore le modèle, donc la photographie, comporte une part d'ombre dont le dessin se nourrit. Enfin, il me semblait que cette expression pouvait jouer à ces différents niveaux. Et qu'elle me paraissait bien qualifier ce que je percevais du travail d'Éric Manigaud. Seulement, il y avait un problème, c'est que je n'avais jamais eu l'occasion de voir en vrai ces dessins et cette absence d'expérience que ne pouvait pas combler le beau catalogue du musée, ni la lecture des beaux textes dans ce même catalogue, m'ont fait aller vers des œuvres, enfin une œuvre dont j'ai une expérience un tout petit peu plus, disons, fondée, enfin, sur une expérience réelle, disons. Celle de Davalouche, qui me paraissait aussi pouvoir être qualifiée de cette manière-là, un dessin à l'ombre du modèle photographique. Donc j'ai pris le parti suivant, un petit peu bancal à mon avis. J'ai essayé de tisser des liens entre le travail d'Éric Manigaud et celui de Davalouche, en faisant des choix, forcément, en ne considérant que certains aspects de leurs œuvres respectives. Pour ce qui est de l'œuvre de Manigaud, il ne sera question ici que des dessins faits à partir des plaques photographiques de Madge de Noé. Et pour ce qui est du travail d'Alouche, je ne parlerai que d'une partie évidemment très réduite, c'est-à-dire des travaux exécutés à la mine de plomb, ceux qui s'étendent de 2003 à 2015. Pour avoir une idée des œuvres, donc voilà, mais ça vous l'avez, cette œuvre, vous l'avez vue dans l'exposition. Je reviendrai sur cette série-là tout à l'heure. Et puis, pour situer un peu le type de travail d'Alouche dont je vais parler, voilà une image. Donc, je vais suivre le parcours suivant. Je vais d'abord rappeler les correspondances qui existent entre les surfaces sensibles dont procède la photographie et celles qui ont fondé une conception de l'image, picturale en l'occurrence, comme représentation mimétique du réel. Il me semble que ces différents types de surfaces sensibles définissent l'image comme une entité fragile, instable, et c'est cela que les dessins de Manigaud et d'Alouche font percevoir. Ensuite, j'en viendrai au fait que leurs œuvres montrent aussi que la traduction de cette fragilité, donc par le dessin, demande la mise en place de méthodes de travail, et je chercherai à dire en quoi ces méthodes consistent,
du moins une partie d'entre elles, et de quelle temporalité ou quel rythme elles donnent à la pratique graphique. Enfin, reproduire scrupuleusement un modèle photographique, c'est, dans ces deux œuvres, se référer aux réalités ténébreuses auxquelles ces images se sont confrontées, qu'elles ont cherché à percer. Il s'agira donc de finir avec les choses de l'ombre, dont les dessins de Manigault et Allouche sont les échos. Alors, dans son analyse de l'œuvre d'Allouche, Yves-Alain Michaud rappelle la distinction que Richard Schiff, dont tu parlais ce matin, a établie entre deux principes de production des formes sur une surface. L'un des principes relève d'un système vectoriel, pour reprendre les termes de Schiff, consistant à investir une aire vierge en y traçant des lignes de contour ou de parcours, processus qui correspond à l'acception habituelle de la notion de dessin. Et Schiff oppose à ce mode opératoire ce qu'il appelle un système de trame, par lequel la surface est qualifiée, affectée dans sa totalité. Schiff considère que ce système, à l'œuvre dans la photographie argentique ainsi que dans l'image électronique et numérique, s'exerce également dans la manière dont la peinture et un certain type de dessin, il donne pour exemple les dessins de Seurat, investissent leur support. Je cite Schiff, comme la pellicule photographique sensible à la lumière, la trame picturale attend simplement d'être activée, comme si les tonalités qui vont la différencier devaient être projetées de l'intérieur de la surface autant que de l'extérieur. Fin de citation. L'analogie que Schiff établit entre ces deux médiums est tributaire d'une conception de l'image, celle qui, bien avant l'invention de la photographie, associe la production de formes mimétiques à des surfaces réactives à la lumière. Donc, bon, évidemment, cette scène-là, réactive à la lumière. Le pan de mur éclairé par la fille d'Ibutade constitue une manière de surface tramée dont procède le portrait du fiancé, de même que la surface d'eau qui renvoie, de même que la surface d'eau qui renvoie à Narcisse son image. Philippe Dubois considère que si Alberti a fait de ce Narcisse qui fut changé en fleur l'inventeur de la peinture, c'est parce que cette histoire, mieux que celle de la fille du potier, lui permet d'exprimer, comme le dit Dubois, l'essence de cet art. Cette essence n'est pas tant définie par les moyens utilisés que par la finalité que la peinture se donne. Faire apparaître une image mimétique du réel sur le tableau, comme une surface réfléchissante le fait. Les nombreuses œuvres représentant Narcisse face à son reflet, qui filent donc cette métaphore, font percevoir la texture particulière de l'image produite par réflexion. Dans le Narcisse du Caravage, la lumière qui tombe à la verticale éclaire vivement le corps du jeune homme, en accuse les volumes et n'atteint que faiblement l'image qui flotte à la surface de l'eau. Si ce reflet sombre, aux tonalités rompues, au contraste sourd, évoque le sort funeste du jeune homme, il manifeste aussi la physicalité de ce type d'image, la faible amplitude de valeur fait valoir la surface dont elle émane plutôt que les volumes du corps de Narcisse. Les formes un peu brouillées, pour la réalisation desquelles le peintre semble avoir mis sa dextérité en sourdine, traduisent le caractère indiciel et contingent de ce type d'image. Et ces couleurs éteintes, à peine perceptibles sur le plan d'eau sombre, expriment la fragilité, l'instabilité des formes produites par des surfaces sensibles, leur propension à se dissoudre dans le noir. Dans un champ technique d'une toute autre nature, c'est à une évanescence analogue que Fox Talbot se confronte. Après qu'il est parvenu à la sensibilisation d'un support qui lui donne, dit-il, une sorte d'image ou de dessin d'ombre, semblable à l'objet dont il dérivait, il lui faut les conserver, je continue sa citation, dans une farde et les voir uniquement à la lumière d'une chandelle,
parce qu'à la lumière du jour, le même processus naturel qui avait formé l'image la détruisait en noircissant tout le papier. Les photographies avec lesquelles... Attendez, il faut que je boive, parce que... Les photographies avec lesquelles Manigault et Alouche travaillent se composent de formes émergeant du noir ou paraissant proches de s'y dissoudre. Des formes peu distinctes, difficiles à identifier. La plupart de ces images, qu'elles aient été faites ou pas par les artistes, ont été produites dans des conditions de quasi-obscurité. Alouche a photographié à la hâte, lors d'un incendie de forêt au sud du Portugal, des eucalyptus calcinés. Je vous montrerai ensuite les dessins. Là, je n'ai pas les photographies, donc je préfère montrer le moment où ce sera les dessins. Il a parcouru le réseau égoutier parisien en y faisant des prises de vue avec pour seule source d'éclairage une lampe frontale. Manigault a travaillé à partir des scotographies de Maj de Noé, ces photographies de nuit, que la médium réalisait en pressant son visage contre une plaque photographique protégée par un emballage. Parfois, les modèles photographiques ont été faits dans des conditions de prise de vue instables ou extrêmes, dans un avion survolant des chutes les plus hautes du monde, celle de Salto Ángel au Venezuela. Donc Alouche a photographié en rafale leur écume au moment où l'appareil se trouvait à l'aplomb de la paroi verticale. Il a travaillé avec des images faites par des équipes scientifiques en très grande profondeur, comme par exemple les images provenant de la faille des Mariannes à 11 000 mètres de fond. Ces photographies, en dépit de la diversité de leur provenance et des fonctions initiales qu'elles ont pu avoir, orientent le dessin dans une voie similaire, celle qui consiste à produire des effets donnés par un médium avec les moyens d'un autre. Cette entreprise s'inscrit dans la lignée du photoréalisme dont Chuck Close définissait la spécificité en se disant, je cite Close, « tellement et constamment investi dans l'artificialité de ce qu'il fait, de ce que je fais, disait-il. » Qualifier le travail par son artificialité, c'est désigner l'importance des modes opératoires sur le plan des effets visuels qu'ils produisent et sur celui de la temporalité qu'ils instaurent. Quand la photographie ne comporte quasiment pas d'éléments distincts auxquels s'arrimer, le travail de reproduction impose l'emploi de procédés, de méthodes destinées à, si on peut dire, armer le dessin pour lui permettre d'absorber les formes troubles, confuses des modèles. Fournir une armature au dessin, ce peut être lui donner comme aire d'exercice, non pas une surface vierge, mais préalablement marquée par les formes de la photographie. Manigault, donc il serait quand même temps que je montre quelques exemples, pour ces œuvres que vous pouvez voir dans l'exposition, a agrandi les images de Maj de Noé au format 170 par 140 et a imprimé une trame digraphique sur la base de laquelle le dessin se constitue. Sur un mode similaire, Alouche réalise parfois, comme dans les surplombs par exemple, une impression faiblement contrastée de l'image avant le travail à la mine de plomb. Ces impressions, comme la projection que Manigault utilise également dans son travail, fournissent au dessin des repères. Et ils permettent surtout d'aborder le modèle avec le type de regard que la reproduction demande, de voir dans les formes non pas le réel qu'elle représente, mais le photographique dont elle participe. Afin que le dessin en traduise la surface homogène et les modulations, Alouche travaille par stratification, en tous les cas pour cette série-là. Pour chaque élément de la série Melanophylla 2, qui comporte donc 140 dessins, il a réalisé une mise au carreau à échelle 1 du tirage photographique de dimension 10 par 15 sur le recto d'une feuille de lana royale, donc papier utilisé en gravure, de format 24-32. Il a posé à l'encre les valeurs les plus sombres, puis à la mine de plomb 6B, il a travaillé couche après couche. Chaque strate, qui prend en charge l'image dans sa totalité, est estompée avec un lange avant la réalisation de la couche suivante. Ce procédé de surimpression, pour reprendre le terme le mot de Michaud,
et d'effacement des traces manuelles permet d'aller vers une surface la plus homogène possible, c'est-à-dire de transposer dans le champ du dessin le continuum photographique. Dans le travail de Manigault, ce continuum est traité sur un mode paradoxal, enfin en tous les cas pour moi qui m'étonne énormément, puisque le dessin progresse partie après partie. L'image photographique agrandie est subdivisée en aires dont la surface, de la taille d'un format A4 environ, correspond à la durée d'une séance. Je m'en remets aux propos de Bailly dans le catalogue. Donc autant que demande le traitement détaillé au crayon gras et à la poudre graphique des halos et des granulosités que cette zone de l'image demande. Cette approche fragmentaire, destinée à produire une unité, et ça la produit d'ailleurs, souligne le caractère systématique de ce type de dessin. Par ces différentes manières de faire, la pratique graphique fait figure de, pour reprendre les termes d'Ebenstein dans un autre contexte, de machine attelée à une autre machine. Par son déroulement réglé, méthodique, elle met en correspondance une opération manuelle et l'automatisme photographique dont ces modèles procèdent. Mais ce faisant, elle instaure une temporalité particulière. À l'instantanéité photographique, le dessin oppose son extrême lenteur, son caractère répétitif. Si le temps étal du travail ne semble pas être l'objet d'une quantification dans le travail de Manigault, enfin, je n'ai rien lu à ce sujet-là, il l'est dans certaines œuvres d'Alouche. Quand celui-ci parle de Melanophila II, il met en relation les 5 années que sa réalisation a demandé avec le temps moindre dont les eucalyptus auront eu besoin pour se régénérer. Le titre choisi pour cette série permet d'évoquer à la fois la matérialité du dessin et l'opiniâtreté qui s'y exprime. Melanophila est le nom d'un insecte pyrophile qui se développe sur les arbres calcinés et qui peut parcourir obstinément, en dépit de sa, enfin obstinément, les petits quoi, en dépit de sa petite taille, des distances importantes pour trouver ses milieux de vie. Le caractère machinal de ce type de dessin suppose du tact, de la délicatesse dans les dépositions de la matière graphique, puisqu'il s'agit de produire avec la relative pesanteur d'une matière minérale un effet ambivalent, oscillant entre émergence et évanouissement des formes, puisqu'il s'agit de parvenir à ce qu'Alouche appelle un seuil de disparition de l'image. Dans son travail, la recherche de ce seuil s'effectue par l'emploi de différentes matérialités. À celle du dessin, enfin de la graphite, il associe celle de procédés photographiques anciens. Alors, j'ai peut-être des choses, mais enfin bon, les reproductions, c'est ce que ça peut faire. Donc voilà des dessins. Et puis, voilà. Donc, dans son travail, voilà, plusieurs matérialités. Photographiques anciens, l'essence de lavande, l'éthanol et la vapeur sur plaque de cuivre argenté, l'or ou le charbon utilisé pour virage ou tirage photographique, le cuivre attaqué par l'acide dans l'héliogravure. Le travail consiste à utiliser en parallèle des modes de reproduction différents pour une même série d'images, comme c'est le cas pour les séries d'égouts. Par exemple, celles qui ont été faites dans la forêt incendiée que j'ai montrée tout à l'heure ont donné lieu aux 140 dessins en question et à 9 tirages au charbon dont je n'ai hélas pas de reproduction. À partir des prises de vue dans les égouts parisiens, Alouche a réalisé des dessins à la mine de plomb, que vous avez vu rapidement précédemment, et des tirages photographiques en héliogravure. Parfois, la reproduction du modèle s'effectue par un croisement des techniques. Les grands fonds, par exemple, résultent d'un dessin à la mine de plomb, photographié à la chambre et tiré en négatif. Ces manipulations amplifient la confusion entre forme photographique et forme générée par le dessin, trouble que l'œuvre de Manigault produit également. Cette manière de trompe-l'œil contribue pour une bonne part à l'impact des deux œuvres et au plaisir qu'elles procurent. Si le plaisir est tributaire de la maîtrise technique que l'on y perçoit, il tient aussi aux questions qu'elles suscitent. Qu'est-ce que c'est? Est-ce une photo ou un dessin? Ces questions ne renvoient pas seulement au procédé
mais à ce qui est représenté, c'est-à-dire à ce que ces images équivoques font voir et aux raisons pour lesquelles ce réel-là a été mis en image. Le réel auquel les images d'Alouche et de Manigaud se réfèrent n'est en général pas, enfin pour les séries que j'ai choisies, n'est en général pas celui qui s'offre à la vue dans la clarté du jour. Il s'agit plutôt d'espaces fort peu accessibles, d'objets tapis dans les ténèbres ou de ruines, de marques de violence passées. Reproduire ces images dans le noir du dessin, c'est emboîter le pas d'une photographie qui n'est pas nécessairement une affaire de pleine lumière, qui peut choisir parfois de lâcher la proie pour l'ombre. C'est ce type de recherche aux effets incertains qui se manifeste dans les images de Match de Noé et dans les plaques d'Isaac Roberts, à partir donc desquelles Alouche travaille. Donc je vais commencer par celle-là. Quand même 2 mots sur Match de Noé. Donc les premières, donc les images de Noé ont été réalisées dans les années 30 et elles s'inscrivent dans la lignée de la photographie spirit, plus précisément de la photographie des fluides, censés fixer sans appareil sur la seule plaque sensible ce qui émane du médium, c'est-à-dire, comme le souligne l'exposition, enfin le catalogue d'exposition Le Troisième œil, la force vitale, l'âme, mais aussi les pensées, les émotions ou les rêves. Quant à Isaac Roberts, il est un ingénieur qui, dans les années 1880, a mis au point un dispositif astrophotographique pour capter les lueurs émanant des objets du ciel profond, celles des étoiles que l'œil ne perçoit pas toujours. Il s'agit dans les 2 cas de révéler la présence de ce qui échappe à la vue et que la photographie peut détecter dans l'obscurité. Si les activités de Noé et de Roberts s'inscrivent dans des champs sans commune mesure, elles indiquent l'une comme l'autre la fonction de la photographie, enfin que la photographie a eue dès les premiers temps de son histoire, celle de faire apercevoir les phénomènes invisibles, comme le dit Martha Brown, postulés par la science et ou par la pseudoscience, et, entre autres phénomènes, ceux que la lumière du jour dissimule. Alouche a travaillé à partir des plaques d'Isaac Roberts qui n'ont pas été marquées par la lueur des étoiles, qui ne montrent que les irrégularités de l'émulsion photographique et, pour certaines, les inscriptions, numéros d'inventaire, etc. Les scotographies de Noé, à partir desquelles Manigaud dessine, font voir des visages, des espaces, des matières plus ou moins identifiables, des traînées, des halos lumineux, des empreintes. Par leurs contours rongés par l'ombre ou par les éclats lumineux qui les strient, ces formes disparates font figure d'apparitions fugaces, extraites de l'obscurité, celles des espaces dans lesquels l'expérience a eu lieu, comme celles des mondes lointains avec lesquels la médium est entrée en contact. Le dessin d'Alouche et de Manigaud tire donc parti de l'affinité entre la photographie et les espaces obscurs et font percevoir la beauté ou la singularité d'une recherche photographique déjà, celle de révéler des formes de vie hypothétiques logées dans les ténèbres. Dans le travail d'Alouche, ces espaces sombres sont aussi ceux des réseaux souterrains, comme je l'ai dit, mais souterrains qui ne sont pas forcément les égouts, les profondeurs marines, des grottes, là où dans l'obscurité se produisent des processus au long cours, érosion, stratification minérale, force tectonique dans les bas-fonds marins, formant des massifs montagneux, écosystèmes générés par les sources hydrothermales dans les abysses. Utiliser des images issues de ces espaces-là, c'est mettre en relation les rythmes de vie de la vie géologique avec la matérialité minérale du dessin et son processus lent de stratification. C'est d'ailleurs aux espaces temporels gigantesques et vertigineux aux marqueurs, là je cite, aux marqueurs naturels de temps les plus anciens que l'on connaisse, que le travail récent d'Alouche se réfère. Son œuvre est cependant ponctuée de références plus ou moins explicites
à des moments de l'histoire humaine. La Première Guerre mondiale, les massacres de Shatila. L'évocation de ceci ne se fait pas en images, mais par le titre des 140 dessins dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc ce titre, dans son état complet, c'est Mélanophila 2 ou l'ennemi déclaré. L'ennemi déclaré, c'est un recueil de textes et d'entretiens de Jean Genet. Et donc cette référence apparaît dans le carton d'invitation d'une exposition du Crédac, où est donc reproduite sa couverture maculée de graphite, qui donc établit, ce carton d'invitation établit un lien qui ne saute pas comme ça, qui ne va pas de soi, entre ces dessins d'Eucalyptus calciné et ce livre-là. Alors cette relation a d'abord été physique, enfin elle est physique, la couverture de l'ouvrage ayant servi de support pour la taille des mines pendant le long temps de travail. Et dans un entretien, Allouche évoque un des textes particuliers de l'ennemi déclaré, celui où Genet, donc ce texte s'intitule « 4 heures à Shatila », celui dont Genet raconte ce qu'il a vu le 19 septembre 1982, au lendemain des massacres, ce que, selon lui, donc selon Genet, la photographie est dans l'incapacité absolue de saisir. C'est un point de vue, à mon avis, analogue que l'œuvre d'Allouche semble exprimer. C'est-à-dire que sa gravité ou son caractère oppressant, poignant, ne participe que rarement de représentation de violence humaine. Ce type d'image s'introduit parfois, peut-être incidemment, je ne sais pas si on peut dire comme ça, comme ces photographies stéréoscopiques sur plaques de verre qu'il a achetées en ignorant le sujet, dit-il, et dont certaines sont des scènes de la Première Guerre mondiale. Il dit en avoir fait des dessins, je le cite, plus abstraits, qui se focalisent sur des parcelles de boue foulées par les soldats. En prenant le parti d'établir des correspondances entre l'œuvre de Manigault et celle d'Allouche, j'ai maintenu hors champ une part importante, la plus importante, essentielle donc, de la première œuvre, celle de Manigault, et ce faisant, les approches ou les conceptions, à mon avis, divergentes des deux artistes. Cette divergence concerne le rôle, le statut qu'ils donnent respectivement à la photographie. Alors qu'Allouche semble exprimer tacitement son impuissance à rendre compte de certains sujets, Manigault, au contraire, prend acte de la manière dont elle s'y confronte. Son travail, en effet, se fait l'écho des violences que la photographie agrège, celles que des corps ou des êtres ont subies dans leur corps, celles qui résident dans l'acte photographique en lui-même, ainsi que dans les fonctions que les images ou les clichés ou les tirages ont pu avoir. Vous y faisiez référence tout à l'heure, interdit, occulté. En regrettant vraiment de n'avoir pas pu, et j'espère avoir été claire sur les raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait, aborder la part d'ombre que l'œuvre de Manigault travaille, enfin, en l'occurrence sur le plan des représentations d'une violence. J'espère avoir su en montrer certaines des particularités, en l'occurrence la capacité du dessin à traduire, par les moyens élémentaires, matériels, tangibles, le caractère labile des images. Je vous remercie de votre attention.